Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle je vais parler du métal jaune, je vais parler de l'or, tout simplement parce que l'or bat record sur record. En ce moment, on est à plus de 2500 $ l'once, donc une once, c'est environ 31 grammes de métal. Ça nous donne le lingot d'1 kilo à plus de 73 000 €. Et c'est vrai que l'or, c'est un matériau mythique quand on sait que tout l'or miné depuis des siècles, donc tous les bijoux, les lingots, les réserves des banques centrales, les pièces, etc., ne représentent qu'un cube de 22 mètres de côté. On se rend compte à quel point il est rare. Mais revenons sur son record. Alors il y a deux explications, la longue et la courte. Je vais commencer par l'explication courte. Le record de l'or est principalement dû parce qu'on prévoit des baisses de taux à partir de septembre, des taux de la Fed évidemment. Il n'y a pas que ça, j'en reparlerai ensuite, mais bien sûr la question qu'on peut se poser, c'est quel rapport entre l'or et puis les taux d'intérêt. Alors je vais prendre un petit peu de recul, vous savez peut-être qu'une baisse des taux d'intérêt fait monter les obligations. Ça, c'est logique. Imaginez que vous ayez une obligation qui paye un coupon de 4%, donc vous l'avez acheté 100 € et elle vous donne 4 € tous les ans. Si les taux d'intérêt baissent et se mettent par exemple autour de 2%, les nouvelles obligations vont être émises à 100 € et payer 2 € par an. Donc forcément, votre ancienne obligation, elle ne vaut plus 100, elle vaut bien plus parce que toucher 4 € par an, pour toucher 4 € par an plutôt, on est prêt à payer plus cher que 100 €. Et plus votre obligation a une durée de vie longue, plus elle vaudra cher. Parce qu'avoir une obligation qui paye 4% pendant 2 ans, c'est moins bien qu'avoir une obligation qui paye 4% pendant 50 ans. Maintenant, imaginons qu'on compare l'or à une obligation. Bon, je sais, c'est un peu bizarre, mais on peut le faire parce que l'or, c'est finalement un moyen de préserver de l'argent. C'est un peu comme si on prêtait de l'argent à quelqu'un et qu'on est sûr qu'il nous le rendra toujours. C'est un peu comme un prêteur sans risque. Alors vous allez me dire, oui, mais l'or ne paye pas d'intérêt, on a même un coût de stockage. Oui et non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt qui est payé, mais l'or est censé s'apprécier au rythme de l'inflation. C'est finalement un peu comme ces obligations qu'on appelle zéro coupon, c'est-à-dire ces obligations qui ne payent aucun intérêt et qui vous rendent le principal, c'est-à-dire le montant emprunté, et puis les intérêts à l'échéance au moment où l'obligation se termine. Et l'échéance ici, c'est l'infini. Vous pouvez garder de l'or pendant 100 ans et puis vous le vendrez. Il n'y a pas de durée de vie de l'or. Donc l'impact des taux d'intérêt est assez puissant. Alors je sais, c'est une manière de voir un peu bizarre que de comparer l'or à une obligation. Une autre manière de voir qui est beaucoup plus classique mais qui finalement revient au même, c'est de dire que comme l'or ne rapporte rien, ou plutôt uniquement à l'échéance au moment de la vente, des taux d'intérêt réels élevés vont inciter à vendre l'or pour acheter des obligations et inversement. Donc si les taux d'intérêt sont très élevés, on va plutôt vendre l'or pour acheter des obligations et si les taux d'intérêt baissent, on va plutôt faire l'inverse. Donc quand les taux sont hauts, pas d'intérêt à détenir de l'or, plutôt obligations d'État par exemple, puisque les deux sont des actifs considérés comme sans risque, et inversement, quand les taux sont bas, on a plutôt intérêt à détenir de l'or, il y a un moindre coût d'opportunité par rapport au reste. Alors il y a un petit bémol à tout ça. D'abord, la relation inverse entre l'or et les taux d'intérêt, ce que je suis en train de vous expliquer, elle ne marche pas tout le temps. Elle a très bien marché jusqu'en 2023-2024, mais elle a beaucoup moins marché lors de la remontée des taux de cette période-là. Et ensuite, il faut bien comprendre que ce sont les taux d'intérêt réels qui impactent l'or, ce n'est pas les nominaux. Donc taux d'intérêt réel, je vous rappelle, c'est le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Ça, je vous le disais, c'est l'explication courte, c'est l'explication récente, c'est on va dire l'explication du mois de juillet-août 2024. Mais il n'y a pas que les taux d'intérêt réels qui font bouger l'or, il y a plein d'autres aspects. L'un des autres aspects, c'est que l'or, vous le savez bien, c'est la valeur refuge ultime, notamment en cas de tensions géopolitiques. Et vu les tensions actuelles en Ukraine, au Moyen-Orient, on peut rajouter à ça les incertitudes sur les élections américaines, eh bien la demande pour l'or en tant que valeur refuge reste très forte. Et d'ailleurs, ça revient un peu à mon analogie du début. On peut voir l'or comme une obligation sans taux d'intérêt, peut-être, mais sans risque, avec encore moins de risque qu'une obligation d'État, et c'est encore plus une valeur refuge, si vous voulez, que les obligations d'État. Mais en plus de ce qu'on a vu, c'est-à-dire les taux et les tensions internationales, un autre critère entre en jeu, ce sont les achats et ventes des banques centrales qui utilisent l'or comme réserve. Parce que vous le savez, les banques centrales, elles ont des réserves. Les réserves, c'est soit des devises, notamment sous forme d'obligations d'État, donc américains, européens, chinois, peu importe, et ils détiennent aussi en général de l'or. Mais la répartition entre devises et l'or, elle varie énormément suivant les banques centrales. En moyenne, on a 11,6% des réserves des banques centrales qui sont en or. Et c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter depuis 10 ans. Quand on regarde la courbe, on voit bien qu'il y a un appétit assez régulier des banques centrales pour augmenter la part de l'or dans leurs réserves. La Chine, par exemple, n'est qu'à 5,4% d'or. La Chine détient principalement des devises en tant que réserve, et notamment principalement du dollar. Mais on voit aussi qu'il y a une belle croissance depuis 10 ans. Maintenant, si on classe les banques centrales par réserve totale, donc devises
plus or. On a d'abord la Chine, qui a les plus grosses réserves, ensuite le Japon, les États-Unis et l'Inde. Mais maintenant, si on classe par réserve d'or, on a les États-Unis en premier, ensuite l'Allemagne, l'Italie, la France et la Russie. Parce que certains pays ont la plupart de leurs réserves en or, on va dire 70% ou plus. Ça, c'est vrai pour les États-Unis, mais c'est vrai aussi pour l'Allemagne ou la France. Il y a vraiment cette tradition d'avoir les réserves en or. Et puis il y a d'autres pays qui au contraire n'en ont qu'une faible partie. Alors j'ai déjà cité la Chine à 5%, mais on a aussi le Japon qui a environ 5% en or. Il y a même des banques centrales qui en ont 0, comme le Canada. Ce qui est intéressant, c'est quand on demande, suite à une étude que j'ai trouvée, quand on demande aux banquiers centraux pourquoi ils détiennent de l'or, on obtient en premier comme réserve de valeur et couverture contre l'inflation. Ensuite, on a la performance en période de crise. Donc là, on voit bien que le rôle de l'or dans une réserve de banque centrale, c'est principalement de rassurer la population et les autres pays au niveau de la solidité de la devise. Ensuite, ça permet aussi de diversifier le portefeuille et le fait qu'il n'y ait pas de risque de défaut, c'est aussi un des avantages cités par les banques centrales. Quand on leur demande maintenant si selon eux la part des réserves qui est en or va augmenter ou baisser, donc on le voit historiquement ça a monté, dans les 5 prochaines années, il y en a 66% qui répondent que selon eux, elle va monter. Alors on ne leur demande pas pour leur propre banque centrale, on leur demande en général. Maintenant, si on leur demande pour les 12 prochains mois si la part d'or va monter ou baisser, toujours pareil, d'une manière globale, alors ils sont 81% à penser qu'elle va monter. Mais il ne faut pas s'emballer pour autant parce que quand on leur pose la question cette fois-ci sur leur propre banque centrale, si la part d'or va monter ou baisser, alors il y en a 68% qui pensent que ça va rester inchangé et 29% qui pensent que ça va augmenter. D'ailleurs, puisqu'on parle ici de la demande, au niveau de l'or, est-ce que vous savez qui achète le plus d'or? Est-ce que ce sont les banques centrales? Est-ce que ce sont les investisseurs? Est-ce que ce sont les bijoutiers? Eh bien, en 2023, ce sont les bijoutiers qui ont le plus acheté d'or pour 2200 tonnes, 2 fois plus que les banques centrales qui sont à 1030 tonnes. En troisième position, ce sont les investisseurs, 940 tonnes, et enfin la technologie, 300 tonnes. Et quand on met bout à bout les différentes composantes de la demande, on a eu un peu une tempête parfaite sur l'or avec l'anticipation de baisse des taux d'intérêt, on en a déjà parlé, plus des achats de valeurs refuge, donc tout ça c'est le côté investisseur. En plus de ça, on l'a vu, il y a les achats de banques centrales, donc ça a été vraiment ça s'est conjugué si vous voulez pour faire une très grosse demande dans ce début 2024, et même si les autres types de demandes, donc comme la bijouterie ou la technologie, ne sont pas au plus haut, la demande totale, elle a atteint son plus haut sur les 25 dernières années, au deuxième trimestre donc, de cette année. Jusqu'ici, je n'ai parlé que de la demande, mais bien sûr, comme c'est un marché, il y a la demande et il y a l'offre. L'offre, c'est tout simplement la production des mines d'or, et puis l'or qui est recyclé. Et cette somme des deux, cette somme de production des mines plus l'or recyclé, c'est globalement stable. Ce qui fait que grosse demande plus production, offre stable, on va dire, les prix s'envolent. Alors un petit mot quand même, la production sur le marché de l'or, elle a beaucoup moins d'importance que sur d'autres marchés. C'est-à-dire que si vous regardez le marché du pétrole, ça bouge énormément en fonction des déclarations de l'OPEP. Si vous regardez sur les métaux comme le platine, on pourrait penser que c'est finalement assez similaire à l'or, mais pas du tout. Si vous avez des problèmes au niveau des mines de platine, alors ça se sent tout de suite au niveau du cours du platine, du cours spot. Alors que sur l'or, c'est complètement différent. Si vous avez des problèmes au niveau des mines, de la production, ça joue finalement assez peu sur le cours de l'or. Pourquoi? Parce que l'or, c'est énormément stocké. Et c'est stocké par beaucoup d'investisseurs et par beaucoup de banques centrales. Donc des personnes qui peuvent revendre assez facilement sur le marché, beaucoup plus que les bijoux. Là où le platine va être utilisé surtout pour les bijoux, donc va être très stable. Ce ne sont pas des stocks qui vont retourner sur le marché. Donc le poids du stock au niveau de l'or est très important par rapport à la production. C'est pour ça qu'on raisonne surtout sur la demande en termes d'or qui a beaucoup plus d'impact, si vous voulez, que la production. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez que mes actifs préférés, ça reste bien sûr les entreprises cotées en premier. Je suis un peu moins fan du private equity, et puis l'immobilier, et que l'or, voilà, même si j'en ai possédé, que ce soit en physique ou en or papier, c'est pas non plus ma classe d'actifs, on va dire, préférée, pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est un actif qui ne produit rien, c'est-à-dire qu'un kilo d'or aujourd'hui, dans 10 ans, ce sera toujours 1 kilo d'or, et dans 100 ans, ce sera toujours 1 kilo d'or, alors qu'une belle entreprise, quand on regarde ce qu'elle devient dans 10 ans, dans 100 ans, c'est un peu moins sûr, mais en tout cas, dans 10 ans, on voit qu'il y a une énorme évolution, des chiffres d'affaires qui ont parfois explosé, des entreprises qui se sont multipliées, qui offrent plus de produits, qui ont plus de clients, etc., alors que l'or, 1 kilo d'or reste 1 kilo d'or. On peut me dire
dire que dans l'immobilier, un appartement, ça reste un appartement et qu'il a fallu faire des travaux dessus sur les 10 dernières années. Oui, mais au moins, ça a le gros avantage quand même de pouvoir percevoir des loyers. Donc, l'or, c'est pas ma classe d'actifs préférée. Ça, c'est le premier point. La deuxième raison pour laquelle c'est pas ma classe d'actifs préférée, c'est que pour moi, c'est un peu imprévisible. Et quand je dis un peu, c'est même vraiment très imprévisible, puisque même quand il y a eu une arrivée de l'inflation, donc post-guerre en Ukraine, on aurait pu imaginer que c'était le bon moment pour acheter. Il y a eu un effet retard énorme, donc il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir là-dessus. Et si je regarde les plus gros acheteurs et vendeurs depuis le début de l'année, d'or, en termes de banque centrale en tout cas, les plus gros acheteurs, ce sont la Turquie, l'Inde, la Chine et la Pologne. Et les plus gros vendeurs, c'est la Thaïlande, mais surtout les Philippines qui ont énormément vendu. Comment est-ce que je peux prévoir ce que la Turquie, les Philippines, la Thaïlande ou la Pologne vont faire de leur or? J'en ai évidemment aucune idée. Donc voilà, c'est différentes raisons. Le fait que ça produise rien et que c'est, pour moi en tout cas, imprévisible, qu'on ne peut pas faire d'analyse fondamentale, en tout cas je ne sais pas faire, fait que je reste assez écarté de ce type de produit. Mais ceux qui aiment l'or, il y en a beaucoup, continuent à être très positifs en pariant déjà sur la baisse des taux, on en a déjà parlé, baisse des taux américains, ensuite sur la demande de la banque centrale chinoise, mais des banques centrales d'une manière plus générale. Il parie aussi sur le fait qu'il y ait les tensions géopolitiques, qu'il y ait les élections américaines. Donc ça, c'est plutôt dans ce que j'ai vu chez ING, par exemple. Il y en a certains qui rajoutent que les prix de production ayant explosé depuis le Covid à plus de 1300 $ l'once, on ne reverra plus ces cours-là, 1300, 1400 $ l'once avant un moment. Et pour rappel, on était à 1300 $ l'once en 2019, donc c'est pas si vieux que ça. Donc on a doublé en 5 ans. Alors même si j'entends tout à fait les arguments, donc là il y avait une recherche d'ING, une autre de Citi qui avait à peu près les mêmes arguments, même si j'entends totalement ces arguments, j'ai l'impression, quand j'entends ça sur des niveaux qui sont aussi élevés que ça, des niveaux qui sont à leur record, j'ai l'impression que c'est déjà dans les cours, mais voilà, comme je vous le disais, je suis absolument pas un spécialiste de l'or, donc je n'ai aucune idée de ce que va faire l'or, même si je devais jeter une pièce, j'ai l'impression que, comme je disais, c'est déjà beaucoup la plupart des informations positives sont dans les cours. Est-ce que vous possédez de l'or, papier, physique? Est-ce que c'est un actif qui vous intéresse ou non? Ou est-ce que, comme moi, vu que vous êtes spectateur de la chaîne Zone Bourse, vous êtes bourse à fond, actions européennes, actions américaines, actions asiatiques, peu importe. Voilà. Ou est-ce que ça a une part dans vos portefeuilles, l'or ou les métaux précieux d'une manière générale? Dites-moi ça en commentaire. Merci encore de votre fidélité. Merci pour votre suivi, pour vos likes, pour vos partages. C'est toujours super sympa. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission.